Michael B. Jordan traité de N-word en pleine cérémonie de récompense, un acteur Eric Dane qui décède, qui crée une polémique sur Netflix et toutes les actualités cinéma, séries et un petit peu jeux vidéo de la semaine. Salut à tous, ici Reg, il y a eu beaucoup d'actualités cette semaine et beaucoup de débats vont avoir lieu dans les commentaires. S'il vous plaît, écoutez le passage en entier avant de commenter, surtout sur le sujet principal de la vidéo. Il vous faut toutes les informations possibles, sinon vous allez commenter n'importe quoi, donc s'il vous plaît, juste attention à ça, écoutez tout ce que j'ai à dire. Bref, parlons de tout ça. Je vais commencer avec deux actualités un peu plus tristes. C'est le décès de Robert Duvall, que vous connaissez pour Le Parrain, par exemple, que vous connaissez pour Network, de Ciné Lumet. Bref, il a une carrière gigantesque, énormément de films cultes. Il a marqué le monde du cinéma pour toujours. Il nous a quittés récemment, donc il repose en paix. Une pensée à sa famille, ses amis et une pensée aussi à son héritage cinématographique. C'est l'un des acteurs les plus connus américains de l'histoire, les plus marquants. Donc c'est toujours triste quand un géant comme ça, une légende, nous quitte, car il a vraiment changé le monde d'Hollywood et le monde du cinéma de manière générale. Donc une pensée à Robert Duvall. Ça donne envie de revoir des films avec Robert Duvall, tellement il a une filmographie de dingue. Mais voilà, qu'il repose en paix évidemment. On a aussi le décès de Frederick Wiseman, qui est un grand réalisateur américain aussi, qui a fait beaucoup de documentaires sur l'Amérique, qui critiquait justement le gouvernement, le pays. Alors je les ai jamais vus pour le coup, ça fait partie des réalisateurs que j'ai pas encore découvert, mais je sais qu'il avait un impact assez fort, la manière dont il traitait de son image, de ses sujets. Donc une pensée évidemment à lui aussi, à sa famille, à ses amis, qu'il repose évidemment en paix. Sinon récemment j'ai parlé de la Berlinale qui était en pleine polémique à cause du manque d'engagement des acteurs, des réalisateurs, des scénaristes, des producteurs qui étaient présents, dont le président Wim Wenders, qui est un grand réalisateur mine de rien, qui a parlé de ce manque d'engagement politique et à quel point les artistes ne devaient pas s'engager. Énorme tollé, tout le monde était en désaccord total. Il y a plein d'acteurs et réalisateurs qui ont signé des pétitions, dont Mark Ruffalo, Tilda Swinton, Ever Bardem, Adam McKay, le réal. Donc il y a plein de gens qui étaient contre ça, qui s'y opposaient, et du coup ça a complètement éclipsé, je trouve, les films, parce que la polémique était présente. Il y a plein d'acteurs qui disaient que c'était pas leur domaine et leur sujet de parler politique, ce qui est ridicule, mais du coup quand même l'ours d'or a été donné à Ilker Katak pour le film Yellow Letters, qui sortira j'imagine dans les mois qui viennent. C'est toujours dommage ces polémiques un peu bébêtes, parce que justement ça a complètement invisibilisé les films du festival et on a parlé que de ça, que des interviews d'acteurs qui n'osaient pas dire les choses, là où des Wagner Moura par exemple va toujours dire que les artistes ont toujours eu un engagement politique, mais beaucoup d'entre eux aujourd'hui n'osent plus, dont des grands réalisateurs comme Wenders, et c'est dommage. Il faut savoir que le film Iron Lung de Markiplier a dépassé les 50 millions au box-office international. C'est un énorme succès, 3 millions de budget, avec le marketing, avec la distribution. C'est peut-être un film qui a coûté 10 millions grand maximum. 50 millions, c'est énorme, même si on divise par deux par rapport évidemment au cinéma qui prennent la moitié. Énorme succès pour sa boîte, énorme succès pour lui. J'ai vu le film, je l'ai critiqué sur ma chaîne récemment, la critique est disponible, mais voilà, ça a cartonné et on verra, j'imagine, plus de films de youtubeurs et plus de films vont tenter de faire des petits projets comme ça à 3 millions et espérer rapporter énormément d'argent. Ça, un film américain, comme j'ai dit dans ma critique, à 3 millions qui rapporte autant, c'est un miracle, hein. En termes de rentabilité, c'est un truc de fou. Bad Bunny va jouer dans un film en tant que rôle principal. Ça va parler de Porto Rico et du colonialisme de ce pays. Enfin, pays, c'est un peu compliqué parce que techniquement, c'est partie des États-Unis aujourd'hui. Mais en tout cas, de l'île de Porto Rico. Il sera donc rôle principal avec Viggo Mortensen, Edward Norton et Ever Bardem. Il a déjà joué dans des petits films, hein. Vous pensez peut-être à Bullet Train avec lui. Donc, je pense que ça peut le faire. Je pense qu'il peut vraiment incarner son pays, son île. En tout cas, il peut incarner vraiment l'histoire. Je pense qu'il peut bien jouer. Il est avec des acteurs vraiment de renom, talentueux. Viggo Mortensen qui accepte ce genre de projet, ça veut dire que le scénario doit être vraiment bon et qui fait confiance au réalisateur. Donc j'ai hâte de voir ça. Et je pense qu'il peut vraiment gérer. C'est l'un des artistes les plus en vogue, hein. Il est top 1 Spotify, Super Bowl, ce genre de choses. J'ai envie d'y croire. Je pense que ça peut être vraiment bien. Et c'est intéressant d'utiliser vraiment sa culture, son passé pour parler de choses sérieuses, de colonialisme. Et j'espère que le film sera bien. Déjà, juste avec le casting, ça donne grave envie. Surtout avec ces 4 artistes qui sont tous pour le coup très engagés politiquement. Donc c'est intéressant et je pense que ça peut être une très bonne chose. Le film Plane 2, vous savez, avec Gerard Butler, Mike Colter, qui devait commencer son tournage là cette semaine, a été tout simplement annulé. Pourquoi? Car Gerard Butler a décidé de ne pas faire le film. Plane 1 était sympathique pour ce que c'est. Honnêtement, ça allait. Pour un film avec Gerard Butler, ça va. Là, le tournage devait commencer. Butler a dit non. Il n'y a pas d'explication de pourquoi il a dit non, mais visiblement, il a changé d'avis. Et c'est dommage parce que il y avait la pré-production, ils allaient commencer le tournage. Il a dit non, il a acté le projet. Ça devait prendre vraiment la suite de Plane 1 avec ce fameux Plane 2. Pourquoi? On ne sait pas. Mais voilà, Plane 2, pour l'instant, est annulé. Peut-être Gerard Butler sera remplacé.
on sait pas, mais il n'y aura pas de suite pour l'instant. La bande-annonce du film Pressure a été diffusée, c'est un film de Seconde Guerre mondiale avec Brendan Fraser qui joue donc le rôle de Eisenhower, Andrew Scott et de casting aussi. Et bon, voilà, c'est un nouveau film de Seconde Guerre mondiale. La bande-annonce m'a pas donné spécialement envie, mais à la limite, pourquoi pas, attendons les critiques, voir ce que ça donne. Mais en tout cas, de ce qu'on a vu pour l'instant, c'est pas le film le plus original ou le plus inventif. Mais si, au moins les acteurs sont bons, s'il y a un petit truc, pourquoi pas, à la limite. Un film Venom est toujours prévu, mais cette fois-ci en film d'animation par les réalisateurs de Destination Finale Bloodlines. Et s'ils font un film d'animation R-rated et violent par ces réals-là, génial, stylé, ça peut carrément le faire, j'ai envie d'y croire. Tom Hardy sera impliqué dans le projet, on ne sait pas s'il fera la voix de Venom, on ne sait pas si ça sera littéralement juste un producteur du film ou producteur exécutif, bref, on ne sait pas, mais en tout cas, il est impliqué, un film d'animation pourrait se faire, et moi, j'ai envie, franchement, avec la vague Spider-Verse et les films de Sony qui ont cette même esthétique, un film violent, R-rated Venom, moi, je suis à fond, je pense que ça peut carrément le faire, et ça peut cartonner aussi en salle, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Eddie Redmayne va jouer pour Koreeda, le prochain film du réalisateur en anglais va commencer son tournage bientôt, avec l'acteur britannique. Donc j'aime beaucoup le réal, j'aime beaucoup l'acteur, j'ai grave hâte de voir ça, j'espère que ça va être vraiment bien. Bill Hader va donc travailler sur son prochain film d'horreur, c'est confirmé. Bill Hader, si vous n'avez pas vu la série Barry sur HBO, regardez Barry, c'est exceptionnel. C'est original, c'est inventif, il tente plein de choses dans la série et ça fait des années qu'on sait qu'il devait faire plusieurs films d'horreur, mais là c'est bon, c'est confirmé, il est réalisateur, scénariste et acteur d'un film qui s'appelle They Know, qui devrait commencer son tournage cette année pour une sortie l'année prochaine. Bill Hader, le mec, franchement il est très doué, donc j'ai très hâte de voir si au cinéma il est très bon, parce qu'en termes de série, il a vraiment tout géré. Wes Anderson devrait commencer son tournage de son film qu'on connaît pas encore, hein, fin 2026, début 2027, donc en théorie il y aura un nouveau Wes Anderson ou fin 2027 ou début 2028 ou peut-être Cannes 2028, qui sait. Tous les acteurs qui se sont vus proposer le rôle de Patrick Bateman d'American Psycho refusent. Vous savez, le film réalisé par Luca Guadagnino, tout le monde refuse ce rôle. Apparemment, tout le monde refuse au point qu'ils ont dû réécrire le scénario pour motiver des gens à faire le projet. Visiblement, c'est car personne ne veut prendre le rôle de Christian Bale de l'époque, un rôle qui est devenu rapidement iconique, marquant. Moi, je trouve que le film est imparfait. Il a de vrais gros problème, mais en tout cas, la vérité est que c'est un rôle iconique qui a marqué. Moi, je pense qu'une adaptation serait la bienvenue, une nouvelle, pourquoi pas, mais personne ne veut accepter ce rôle. Je sais pas si c'est un suicide de carrière, c'est comme Luca Guadagnino, c'est comme American Psycho, il y a peut-être un truc à faire par rapport à ça, mais pour l'instant, tout le monde refuse et ils sont en train de réécrire le scénario. Moi, je suis curieux, honnêtement, Guadagnino, bon réal, je pense qu'il peut faire un super travail et c'est un livre qui peut être réadapté à notre époque, ils peuvent changer pas mal de choses, pourquoi pas. Charlie's Angel ou Drôle de Dame devrait revenir en reboot avec les actrices de base, Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu. En tout cas, je parle de cette version. Évidemment, pourquoi pas, moi je suis pas spécialement fan, mais pour les fans de Drôle de Dame, Charlie's Angels, normalement ça devrait revenir dans les années qui viennent. 28 ans plus tard, 3 a été pour l'instant, d'après les rumeurs, suspendu. Pourquoi? Car le deuxième était un énorme échec. Ils avaient dit qu'ils allaient faire le troisième quoi qu'il arrive pour motiver les gens à aller voir le deuxième en salle, mais c'est 57 millions au box-office international, ce qui est grave dommage parce que le film est trop bien quoi. Le film est vraiment bien, c'est 3 fois moins que le précédent et je pense que les gens n'étaient pas au courant que le film sortait. Je pense que les gens savaient pas qu'il y avait une nouvelle œuvre qui était la suite directe et qui avait d'autres acteurs marquants dedans. La fin du film, j'ai pas envie de spoiler, mais il y a quand même un acteur très très connu de la saga qui revient. Bref, c'est trop dommage que la suite soit suspendue. Danny Boyle, il bosse sur un autre projet entre temps sur la famille, vous savez, Mulder de Fox News de manière générale. Mais j'aimerais bien que Danny Boyle revienne, qu'il fasse son film avec son acteur qu'il a eu dans le premier film évidemment, et qu'il fasse justement ce troisième film de conclusion. Mais vu l'échec au box-office, comme 57 millions, je suis assez étonné. Hein. C'est très très bas. Je suis assez choqué, c'est presque autant que Iron Lung, quoi. Enfin, c'est une catastrophe. Et c'est trop dommage parce que le film est vraiment trop bien. Il mérite pas du tout un flop comme ça. Tellement il était, je trouve, bien. Il était marquant. C'est un super film. Il est disponible en numérique, enfin digital du coup, sur Internet et bientôt en VOD en France et en Blu-ray et tout. Mais c'est trop dommage parce que putain, et au cinéma, c'est une sacrée expérience que j'ai adorée. Donc je suis vraiment trop triste par rapport à ça. Mais en tout cas, j'espère qu'il y aura un troisième. Pour l'instant, malheureusement, ce n'est pas prévu. Evangelion aura le droit à un nouvel animé par Yoko Taro de Nier Automata, avec le studio Cloverworks et Kara qui vont bosser dessus. J'ai pas encore vu Evangelion, faut vraiment que je regarde. Je sais, en plus, c'est pas très très long. Je vais regarder évidemment. Mais voilà, un nouvel animé est prévu pour les fans de la licence. Je sais pas si c'est une adaptation, si c'est une idée originale, je n'en sais rien. Mais en tout cas, un nouvel Evangelion va sortir. Resident Evil a fini son tournage. Le film doit sortir normalement en septembre, donc je pense qu'ils ont le temps. Apparemment, c'est un plus petit film que beaucoup de films Resident Evil. C'est Zach Rager qui réalise. Et ça a beaucoup gueulé car apparemment, c'est pas une adaptation des jeux vidéo.
Oui, et alors, je veux dire, les autres films n'étaient pas non plus vraiment des adaptations. Et là, c'est Zack Ryder. Le mec, il sort de Barbare, il sort de Weapons, 2 énormes succès. Et vous lui faites pas confiance pour Resident Evil? Enfin, honnêtement, là, il y a le 9e, j'allais dire. Le 9e qui sort là, le jeu vidéo cette semaine. Je pense qu'ils vont essayer de coller une sorte de bande-annonce dans les semaines qui viennent. C'est génial, quoi. Il y a un moment, Resident Evil par Zack Ryder, il n'y a pas mieux comme réal pour faire un film Resident Evil. Vous devriez, les fans de Resident Evil, être au paradis, être méga contents. Je sais pas si j'aurai le temps de faire le jeu, je précise. Si j'ai le temps, je le ferai sur Twitch cette semaine et je sortirai une critique. Mais en tout cas, il y a un moment, rendez-vous compte de la chance d'avoir un réalisateur comme ça sur une licence de jeux vidéo aussi iconique, quoi. C'est pas rien. Donc c'est vraiment le maître de l'horreur en ce moment, avec d'autres, hein, mais c'est l'un des maîtres. Et c'est fou, quoi. Donc arrêtez de vous plaindre, les fans de Resident Evil. On va voir les bandes annonces, on va voir si c'est un film qu'il a vraiment fait pour de vrai, s'il était impliqué, si c'est pas juste un film de studio. Mais en tout cas, c'est un gros budget, c'est 200 millions à dernière nouvelle, c'est un vrai blockbuster. Avec Zack Ryder, normalement, vous devriez être au paradis, encore une fois. Donc on va voir, j'attends les bandes annonces, les images, hein. On en parlera, ça c'est sûr. Lily Collins jouera Audrey Hepburn dans l'histoire de Breakfast at Tiffany's, la manière dont ils ont fait le film. Et la question que je me pose, c'est que bon, pourquoi pas en termes de casting, allez, ça peut le faire, elle se ressemble, elle est pas mauvaise, Lily Collins et tout, je pense qu'elle a besoin d'un bon réalisateur avant tout, mais Breakfast at Tiffany's, c'est quand même un film qui a un acteur qui joue une caricature d'un homme asiatique de manière très brutale et violente, et je sais pas comment ils vont gérer ça. Et bon, Breakfast at Tiffany's, moi c'est un film que j'aime bien, ça m'a jamais vraiment marqué, hein. C'est cool, hein, c'est très bien, d'autres le considèrent comme un chef-d'œuvre, moi ça m'a jamais marqué, je le reverrai avant la sortie de ce film, mais en tout cas, je suis très curieux de voir comment ils vont gérer l'histoire du racisme du film de manière générale, mais en tout cas en termes de casting je pense que ça peut le faire. Ce dimanche ont eu lieu les BAFTA Awards, c'est l'équivalent des Oscars ou des Césars britanniques, et Robert Aramayo, que vous connaissez sûrement pour le rôle de Elrond dans Les Anneaux de Pouvoir, ou le rôle du jeune Ned Stark dans la saison 7 je crois de Game of Thrones, a gagné 2 récompenses, la récompense de Rising Star, donc c'est l'équivalent de meilleur espoir, même si c'est un peu particulier parce que c'est voté par des gens plutôt que juste par l'académie, et en même temps meilleur acteur tout simplement au BAFTA pour le film I Swear, qui raconte l'histoire d'un homme qui a le syndrome de Gilles de la Tourette et qui a plein de problèmes dans sa vie à cause de ça. C'est important de ce synopsis de film parce que ça va avoir un impact sur l'histoire d'après, mais en gros il a gagné face à Timothée Chalamet, face à DiCaprio, donc c'est génial pour lui. Ça m'a grave donné envie de voir le film I Swear, que je connaissais même pas avant quelques semaines de le voir dans, vous savez, le top Letterboxd 2025. Je crois qu'il sort chez nous bientôt, bref j'ai envie de le voir, c'est un film qui a l'air vraiment intéressant, et il jouait justement cet homme qui était atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, qui était donc présent, parce que c'est une vraie histoire, c'est une sorte de biopic, il était présent dans la foule. Et ça a causé un énorme problème, une énorme polémique. Pourquoi ? Car littéralement, Michael B. Jordan et Delroy Lindo ont été insultés et traités de N-word. La vidéo est disponible évidemment en ligne. En gros, pour faire très simple, c'est donc eux qui vont présenter la récompense de meilleurs effets spéciaux pour le donner à Avatar, évidemment. Et donc, il y a cet homme, John Davidson, dont le film est sur sa vie, le film I Swear. Vous voyez ici Robert Aramayo et ici John Davidson, c'est l'histoire de sa vie. Et le but du film, c'est de raconter à quel point c'est difficile de vivre avec ce syndrome-là et à quel point ça te met dans la merde dans la vie de tous les jours. C'est le principe même du film. Encore une fois, j'essaierai de voir le film bientôt et j'en parlerai. Mais voilà, il était dans la foule et il a gueulé le N-word quand il a vu ces 2 acteurs noirs sur le plateau. Donc, on fait comment à partir de là ? C'est un homme qui a atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. C'est une vraie maladie, c'est un vrai problème. Et parmi ces tics, il a dit il y a des années, il y a des interviews qui sortent de lui en disant que parmi ces tics, il y a le fameux N-word. Parce qu'il y a 20 à 30% des gens qui ont le Gilles de la Tourette qui ont des tics insultants, racistes. C'est un vrai truc en fait, c'est un truc, voilà. Et ça arrive, c'est comme ça, c'est la maladie. Ils disent des choses racistes, horribles. Voilà, ça arrive. En fait, il peut pas se contrôler. C'est littéralement la maladie, c'est le syndrome, il ne peut rien faire. Pourquoi est-ce que ces tics racistes existent ? C'est qu'on vit dans une société où il y a des connotations racistes qui existent tout simplement. Donc c'est un problème global de la société où, oui, il y a des automatismes dans le cerveau de quelqu'un qui se font par rapport à des choses qu'il ne devrait pas dire, qui font qu'avec cette maladie, il le dit. C'est comme ça que marche la maladie, ils peuvent rien y faire. Voilà, c'est 20-30% de la population qui a cette maladie, qui est littéralement atteint de ça, et il ne peut pas le contrôler. C'est très important de dire ça, parce qu'il a déjà dit auparavant dans des interviews qu'il dit des choses horribles tout le temps, sans le vouloir, juste parce que c'est la chose. Vous savez, normalement dans votre vie, même vous en tant que personne normale, il y a des choses que vous savez, vous ne devez pas dire, et vous le dites pas parce que vous êtes une personne normale. Mais lui, il peut pas contrôler ça.
Donc il y a pas de filtre et ça va directement comme ça quoi. Et c'est pas le seul moment bizarre parce que j'ai vu plein de gens dire ah bah comme par hasard elle a dit le N-word et tout. En fait il a déjà insulté ce mec là, hein. C'est pas une blague, hein. Il a déjà insulté la reine d'Angleterre devant elle. Il a déjà insulté la reine, il a déjà insulté le prince, il a insulté plein de personnes connues à l'époque, hein, la reine évidemment. Il a toujours insulté des gens connus. Durant la cérémonie il a déjà insulté d'autres personnes avec des F-off, ce genre de choses évidemment, j'ai peur de YouTube, hein. Mais voilà, il a déjà insulté des gens quoi. Et à ce moment-là, quand il dit le N-word, il décide de quitter la salle par pure honte. Vraiment, il se sentait tellement mal qu'il a décidé de s'en aller, de partir pour éviter les futurs problèmes. Donc le mec a une vraie culpabilité. Alors attention, par contre, je vois plein de gens dire qu'il aurait dû s'excuser et tout. Il ne s'est pas officiellement excusé. Alors BAFTA, la BBC qui diffuse BAFTA, se sont un petit peu excusés, mais c'était un peu problématique, j'en parle dans quelques secondes. Mais lui ne s'est pas excusé. Pourquoi ? Parce qu'apparemment, le combat de sa vie, c'est de ne jamais s'excuser quand ses tics prennent le dessus. Car c'est pas sa faute, c'est pas vraiment lui. Cependant, attention, il s'est quand même expliqué en disant qu'il regrette, qu'il a une vraie culpabilité, qu'il a honte et tout. Mais techniquement, il veut pas s'excuser car c'est un peu le combat de son film, c'est un peu le combat de sa vie, c'est de ne pas s'excuser d'être qui il est à cause de ce maladie. Donc il s'est pas excusé techniquement. Mais vu comment il a expliqué ça, vu à quel point il avait honte, vu à quel point il se sentait coupable, vu à quel point vraiment il a sorti tout un passage, un paragraphe entier pour expliquer à quel point c'est horrible la situation et qu'il s'en veut et tout, mais il veut pas techniquement s'excuser quoi, parce que c'est son combat de sa vie. En vrai, je comprends le point de vue quoi, c'est pas sa faute quoi, il a rien fait de mal, il voulait pas, il le veut pas, c'est pas comme ça, il peut pas décider. Mais en même temps, bah voilà, il a dit qu'il était pas raciste, que c'est des trucs qui arrivent, c'est une maladie, c'est important de le comprendre, c'est pas un cas isolé, c'est déjà arrivé plein de fois dans sa vie, ça lui a causé des problèmes. Il y a une vidéo en ce moment qui passe sur les réseaux d'un mec qui a aussi le syndrome de la Tourette, qui a déjà rencontré des hommes noirs à une soirée, et les hommes noirs l'ont tabassé, car bah oui, lui, il avait le tic du N-word aussi, quoi. Voilà. Ça arrive, c'est comme ça malheureusement. Et il n'y avait aucune méchanceté dans son propos. Il n'y avait aucun moyen pour lui de vraiment être raciste par rapport à ça. En fait, c'est pas intentionnel. Alors oui, si vous regardez que l'extrait avec le N-word, vous vous dites, bon, en fait, il a fait exprès. Peut-être il utilise la maladie comme une excuse et tout. Mais en fait, quand vous regardez toute la cérémonie, il y a plein d'extraits de lui qui insultent tout le monde tout le temps. Parce que bah oui, il panique, il stresse et apparemment les tics chez certaines personnes sont encore plus violents lorsqu'ils stressent, lorsqu'ils sont dans des moments où ils doivent bien se comporter et tout. Mais en même temps, bah, il devrait être là. Parce que c'est quand même un film qui parle de sa vie. C'est un biopic, c'est quand même un film qui parle de sa maladie, qui devrait mettre en avant sa maladie et ce genre de problème. Donc le fait que ce soit arrivé là, c'est en lien thématique parfait avec le film en question. Donc il devrait être là. Moi je pense que ne pas l'inviter parce qu'il pourrait dire le N-word, c'est validiste aussi. Et je pense que l'intention du N-word est plus importante que le fait de le dire. Maintenant la vérité est que, bah oui, c'est raciste, et c'est méchant, et c'est violent comme utilisation du terme. Et eux ont super bien réagi. Delor et Lindo et Michael B. Jordan ont réagi de manière très mature, ils l'ont ignoré, mais ça se voit que ça fait mal. Mais ça se voit vraiment que ça fait mal, parce qu'en fait la vérité est que, soit intentionnel ou pas, se faire insulter de N-word ou de n'importe quel mot raciste, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Alors je suis pas noir, hein, mais quand moi je reçois d'autres insultes racistes par rapport au fait que je suis à moitié arabe, à moitié roumain, moins le côté roumain parce que c'est devenu moins problématique aujourd'hui, mais quand j'étais plus gamin, bah, il y a des insultes sur les roumains, les roms et tout, il y en avait tout le temps. Maintenant c'est plutôt, vous savez, le B-word quand t'es arabe, ça arrive tout le temps, en ligne, dans la vraie vie ça arrive aussi de temps en temps, moins aujourd'hui. Bien sûr, quand t'es plus jeune, ça arrive. Donc d'un coup, imagine, t'es dans une cérémonie de récompense pour célébrer ton film, aussi Sinners, qui parle du racisme, de noirs américains, de colonialisme et tout. Tu te fais traiter de N-word, que ce soit intentionnel ou pas, c'est dur. Et je pense que c'est ça le débat, et pour moi, c'est pour ça que c'est important, c'est que d'un certain point de vue, il y a un vrai problème systémique que cet homme-là, il ait pensé à ça sans le vouloir, parce qu'on le pense tous en réalité. Tu vois des personnes noires, malheureusement, tu penses aux choses à ne pas dire, parce que la société a fait que c'est comme ça, et parce qu'il y a encore des tensions raciales. Dans un monde parfait, on ne penserait même pas à l'existence de ce mot, parce qu'il n'existerait plus dans notre collectif. Mais la vérité est qu'il existe, malheureusement, et cette personne-là est atteinte d'un syndrome qui a fait qu'il a dit ça. Et ça, c'est un vrai problème. Et la vérité est que la personne en question, John Davidson, ne pouvait pas contrôler. Il ne pouvait pas. Donc, on fait comment ? D'un côté, oui, le mot est violent, raciste, horrible, et bah oui, ça fait mal. Le racisme, pour ceux qui l'ont pas vécu, et encore moi j'ai de la chance parce que je white pass un petit peu, mais ça fait mal, je vous jure, ça fait mal. Alors être noir et se faire insulter de N-word à un moment comme ça, de prestige, où on doit te mettre en avant toi, ton film et tout, ça doit être d'une brutalité folle. Donc la vérité est que, intentionnel ou pas, c'est violent, c'est brutal, c'est horrible, c'est quelque chose qui est problématique. Maintenant, c'est pas la faute de Joe Davidson, quoi. Donc on peut vraiment avoir, d'après moi, cette position un peu de centriste en disant que la situation est horrible, c'est dégueulasse et jamais aucun homme, peu importe sa couleur de peau, ne devrait subir une insulte raciste sur un plateau comme ça pendant qu'il présente une récompense, même si eux, ils ont très très bien géré, ils étaient professionnels, ils ont fait leur taf, donc félicitations à eux.
mais on voyait que ça faisait mal, et ils ont raison d'avoir mal aussi. Et en même temps, cet homme-là qui est atteint d'une maladie, qui devait être convié quand même à cet événement-là, parce que c'est l'histoire de son film et tout, et ça éduque les gens. Mais bon, voilà, c'est compliqué quoi, c'est compliqué, c'est dur et tout. Maintenant, la vérité est que le vrai souci, c'est que la putain de BBC a créé ce problème. Pourquoi? Parce que la cérémonie des BAFTA est littéralement en différé. Elle est en différé. Il y avait apparemment 2 heures de décalage avec la cérémonie. Donc les grosses cérémonies, elles ont 15 à 1 heure de décalage pour couper des trucs, pour enlever des passages. Et ils ont littéralement pas enlevé ce passage-là. Donc il y avait une séquence où on entend le N-word et ils l'ont diffusé, quoi. Ils l'ont diffusé. Rendez-vous compte, pourquoi est-ce qu'ils l'ont diffusé? Littéralement, après, t'as l'autre, Alan Cummings, qui vient sur le plateau, qui s'excuse plus ou moins. C'est même pas une excuse. En fait, il dit pas « Ah, désolé pour l'utilisation du mot ». Il a littéralement dit « Il faut que vous compreniez la situation ». Ah, mais attends, t'aurais pu quand même t'excuser au nom de BAFTA par rapport aux personnes sur le plateau et en même temps dire aux gens de comprendre la situation. Donc la BBC et BAFTA ont extrêmement mal géré cette situation. BAFTA ne sont pas allés voir les victimes du racisme, que le racisme soit intentionnel ou pas, ça reste du racisme, et c'est pas la faute encore une fois de Joe Davidson, c'est la faute de BAFTA et la BBC qui sont pas allés s'excuser publiquement et en même temps physiquement devant ces hommes-là. C'est pas normal, ce n'est pas cohérent avec les valeurs de ce genre de cérémonie, et surtout s'ils n'avaient pas laissé le putain de passage. Oui, il y aurait eu des gens qui auraient pu filmer, enregistrer, tout d'accord, bien sûr, ça aurait peut-être fait un tollé, mais c'est quand même une décision politique. C'est une décision éditoriale de laisser ce passage-là, alors qu'ils savaient très bien que ça allait faire parler de la cérémonie en mal, et que ça allait faire du mal publiquement au monde entier à ces hommes-là, et aussi à John Davidson, qui voulait pas que son film et cette histoire, et littéralement les BAFTA et tout, soient au centre de cette polémique. D'ailleurs, il y a un acteur du film Ice War qui a défendu, un acteur noir, qui a défendu John Davidson, il a un rôle dans le film, il a défendu. Donc en fait, c'est la putain de BBC qui aurait pu littéralement enlever cet extrait, supprimer le plus possible ou en réduire la polémique le plus possible et que ce soit juste une sorte d'histoire de tabloïd à la limite ou un petit truc, ok, on passe à autre chose et puis basta. Mais là, c'est devenu une histoire internationale qui est horrible et eux ont été choqués à juste titre, quoi. Et c'est ça qui est pas normal. Eux ont dit publiquement qu'ils trouvent ça anormal que la BAFTA et la BBC soient pas venus directement s'excuser par rapport à eux et ils ont raison aussi. Donc ça, c'est inapproprié. J'ai pas l'impression qu'ils en veulent à John Davidson. J'ai pas vu d'extrait où ils parlaient mal de lui parce qu'ils comprennent et tout. Ils veulent pas être validistes non plus. Mais surtout dans ces histoires, ce qui est frustrant, c'est que oui, il s'est passé cette chose horrible. Mais la BBC pouvait supprimer. Pourquoi? Car ils ont supprimé un discours d'un putain de gagnant. Rendez-vous compte. Au fait, il y a cet homme, Aquilona Davis Jr., qui a gagné un BAFTA. Félicitations à lui, super. Et dans son discours, Aquilona Davis Jr. a parlé de son pays d'origine, le Nigeria, a parlé du Soudan, du Congo et a dit Free Palestine. Et ça, la BBC l'ont supprimé. Ils ont supprimé le passage où ils parlent de la Palestine, du Congo, du Soudan. C'est n'importe quoi. Donc, ils ont gardé le N-word littéralement présent lors de la cérémonie, mais ils ont supprimé le passage Free Palestine. Non mais rendez-vous compte de la folie furieuse. On est à un stade de folie furieuse absolument dégueulasse, d'après moi, et surtout que c'est un choix volontaire de la BBC. Il y a plein de gens qui se sont énervés sur les réseaux par rapport à cette histoire, dont Jamie Foxx qui dit que c'est intentionnel, que c'est fait exprès et tout. Bon, Jamie Foxx, on s'en fout un peu de son avis, soyons honnêtes, hein, il a des accusations au cul pour rappel, mais encore une fois, c'est pas sa faute, il faut comprendre le contexte, la maladie, il y a un truc qu'il a dit plusieurs fois avant, voilà. Faut pas non plus se jeter sur cet homme-là. Je pense que c'est problématique aussi, c'est validiste. Et ça ne veut pas dire minimiser l'impact raciste de ce qui s'est passé. Donc ça, pour moi, c'est un débat important. Il faut faire attention à ça, c'est une évidence. Et c'est ça qui est important parce qu'il y a un problème systémique, il y a un mot qui a une connotation raciste horrible et tout. Et en même temps, faut pas être validiste et dire c'est la faute de ce mec, c'est horrible et tout. Faut pas le jeter en pâture non plus, quoi. Faut comprendre la situation, faut comprendre les deux. Qu'il faut accuser dans cette histoire? Faut accuser la BBC qui ont gardé cet extrait, il faut accuser les BAFTA qui ont gardé l'extrait et en même temps qui ont fait des excuses lamentables et qui ne sont pas allés s'excuser littéralement face à ces deux personnes victimes de racisme. Donc c'est honteux, c'est dégueulasse et je trouve que ça a gâché un peu l'image de Sinners, qui est quand même un film qui parle de ça, l'image du film I Swear, dont l'acteur principal a gagné quand même le meilleur acteur de la cérémonie face à des cadors, comme DiCaprio, Timothée Chalamet, et ça entache un peu ça. Est-ce que ça fait un peu de la pub au film I Swear? Oui, un petit peu, j'avoue, parce que ça donne envie de le voir. Mais est-ce que ça valait le coup de faire subir une violence raciste horrible à des gens sur le plateau lors d'une cérémonie? D'après moi, non. Aussi, et c'est une évidence, tout le monde devrait être d'accord avec ça. Mais il faut pas non plus s'énerver contre cet homme-là. Et il faut s'énerver contre la BBC. Et il faut aussi féliciter le discours d'Aquilona Davis Jr. qui a été censuré, supprimé, qui parlait de la Palestine, du Congo, du Soudan. Et bravo à lui aussi dans ces polémiques-là. Ça a peut-être été un peu noyé, mais je voulais aussi en parler parce que c'est quelque chose d'important, de gagner, de parler politique. C'est des artistes, c'est aussi leur travail, je trouve, d'après moi. Ils ont le droit de pas en parler. Encore une fois, mon avis sur ces artistes, c'est que s'ils parlent de politique, ils ont le droit et je les soutiens. S'ils parlent pas de politique, c'est
pas grave. Et au moins qu'ils fassent pas les autruches en mode ah je parle pas et tout. Assume, ou t'assumes tu parles pas, ou t'assumes tu parles et puis basta. Le juste milieu et tout, personne n'aime ça, c'est dégueulasse. Donc merci à ces gens-là. Fuck la BBC évidemment, fuck BAFTA pour cette gestion catastrophique de ces cérémonies. Hâte de voir les Césars là cette semaine. Bon, évidemment, ça sera en direct sur Twitch, sur ma chaîne Twitch, et la VOD sera disponible sur YouTube le lendemain. Mais c'est honteux et je voulais évidemment parler de manière avec plus de contexte, plus posé par rapport à ça. Pour parler aussi d'une série française cette fois-ci, c'est The Hunt de Apple TV+. C'est une série qui devait sortir littéralement en décembre, mais elle a été décalée car c'est une adaptation d'un bouquin, sauf qu'ils l'ont pas dit. Ils n'ont pas dit que c'est une adaptation d'un bouquin, ils ont complètement volé le concept et apparemment Apple a racheté les droits de ce bouquin pour permettre une diffusion. Ça sera le 4 mars au final, la série était prête depuis des mois voire des années, mais c'est bon, c'est fini, elle va enfin sortir, ils ont acheté les droits, comme ça ils évitent tout un procès, ce genre de problème. Et si on parle de maladie et de polémique, c'est le décès de Eric Dane qui a eu lieu la semaine dernière aussi, qui repose évidemment en paix. Une pensée à sa famille qui a dû lancer un GoFundMe pour gérer leur train de vie parce que la maladie a coûté extrêmement cher. Encore une fois, vive le système américain, c'est un délire, c'est horrible. Mais il y a une autre polémique par rapport à lui, donc c'est quand même un acteur qu'on va revoir dans Euphoria saison 3, qui a une carrière en termes de séries télé et de cinéma assez importante. Voilà, c'est quelqu'un qui était atteint de la maladie de Charcot. C'est quelqu'un dont la maladie a pris le dessus assez rapidement ces dernières années, qui a visiblement pas mal souffert et tout. Et la polémique vient du fait que même si c'est très triste ce qui s'est passé et qu'il voulait partager le plus possible des informations sur sa maladie, faire comprendre ce qu'il vivait, à quel point c'était dur, il a créé une sorte de moment assez unique avec une interview qu'il a donnée à Netflix, avec son consentement évidemment, et une interview qu'il voulait diffuser à littéralement sa famille, ses enfants, mais en même temps le monde entier, pour parler de lui, pour parler de sa maladie, pour parler de tout ce qu'il a vécu. Ça dure 6 minutes, hein, c'est très court, c'est dur à regarder, c'est disponible sur Netflix et ils ont partagé sur les réseaux et tout. Donc il voulait vraiment ce petit moment pour s'adresser au monde suite à son décès, pour que le monde sache la maladie, comprenne un peu ce qu'il a vécu, à quel point c'était dur, et il voulait aussi dire au revoir à ses enfants. Donc ça crée une polémique parce qu'il y a plein de gens qui disaient que c'était un peu maladroit, que c'était mal intentionné, que c'était très marketing de la part de Netflix. Il y avait un truc un peu cynique et horrible. Écoutez, du moment qu'il y a le consentement de la personne, du moment que la personne en question a décidé de la plus grande plateforme de streaming au monde pour partager son message, se faire entendre et tout, moi je m'en fous, honnêtement. Je n'ai vraiment rien à faire. Je trouve que c'est beau, c'est touchant, les 6 minutes elles sont dures, hein, ça donne envie de chialer, c'est intime, il y a quelque chose. Et voilà, c'est quelqu'un qui a décidé de son propre consentement de le faire. Donc pour moi, il n'y a aucun problème. Les gens qui s'énervent par rapport à ça, je ne comprends pas, je vois pas le souci, c'est ok, c'est pas grave, c'est lui qui l'a voulu et justement ça permet de se faire entendre, de parler d'un truc sérieux et je trouve ça très très bien à titre personnel. Donc c'est courageux ce qu'il a fait, c'est beau et évidemment c'est triste, il avait la cinquantaine, hein, donc c'est quand même assez jeune et la maladie, oui, l'a fait chuter assez rapidement et c'est toujours déprimant par rapport à ça. Donc voilà, renseignez-vous comme il le voudrait par rapport à la maladie, ce que les gens peuvent faire, ce que les gouvernements peuvent faire, ce que les universités peuvent faire, comment on finance ce genre de traitement, parce que c'est possible, encore une fois, hein, il faut juste financer la recherche, il faut financer la santé, il faut voter en conséquence aussi, bref, c'est dur, il faut avoir un système social qui permet d'avoir ça. Lui, encore une fois, hein, sa famille a beaucoup souffert financièrement aussi, et maintenant elle a du mal à cause de ça, à cause du système américain, et on n'a pas envie que ce soit la même chose en France, on est d'accord. Donc voilà, il y avait une petite polémique par rapport à ça, encore une fois qu'il repose en paix, une pensée à sa famille, ses amis, ça va être dur de le revoir dans Euphoria dans là littéralement, quelques semaines, hein, disons les choses. Mais voilà, Eric Dane repose en paix et merci pour ce moment difficile mais intime et important. Pour changer comment de registre, je suis désolé, hein, c'est un peu une vidéo dure cette semaine, mais c'est McKenna Grace qui a eu le rôle de Daphné dans le live action Scooby-Doo. Et bah oui, je pense que ça le fait, je pense que ça colle. Apparemment, vu son letterboxd, il est en train de réviser ses classiques d'animation Scooby-Doo. Le tournage devrait bientôt commencer pour une sortie l'année prochaine de la série. Ça sera un live-action Scooby-Doo qui va cartonner d'après moi. Mais voilà le casting, le premier pour l'instant. On n'a rien d'autre pour les autres acteurs. Ça va bientôt arriver et je pense que ça peut le faire. Peaky Blinders, l'Immortel a révélé sa dernière bande-annonce. Le film sort là dans un mois, le 20 mars. J'essaierai de vous faire la critique, mais tout dépend de où le film est diffusé au cinéma. Parce que s'il faut aller à Londres pour le voir, j'irai à Londres pour le voir tout simplement, mais en tout cas ça donne envie, ça a l'air intéressant et la belle conclusion à Thomas Shelby. Le film BioShock de Netflix est toujours prévu, c'est un film qui a été annoncé je crois en 2019, 2020, un truc comme ça fait super longtemps que le film est annoncé. Toujours le même réalisateur qui est attaché au projet, hein, Francis Lawrence de Hunger Games, il a fait Marche ou Crève récemment. Le film devrait sortir en 2028. Pourquoi le tournage est prévu pour 2027? C'est bon, il y a une date de tournage, ça va le faire. Par contre, mauvaise nouvelle, c'est adapté du premier jeu vidéo. Et le premier jeu vidéo, pour moi, c'est le meilleur, c'est un chef-d'œuvre, c'est un grand jeu vidéo. Mais le problème est qu'il y a quelques mois, ils avaient annoncé un budget plus restreint, plus petit pour le projet.
ce qui est un peu flippant, ce qui est un peu dommage. Mais s'ils font un bon film BioShock, moi je suis chaud. Le réal, bon, ça dépend des films. Hein. Hunger Games, parfois il est bon, parfois il est pas bon. Marche ou crève, je trouve que le scénario et la mise en scène n'étaient pas dingues. Mais écoutez, ils veulent coïncider la sortie du jeu BioShock, le prochain, avec le film. Donc normalement c'est bon. Le tournage devrait commencer l'année prochaine. Ils vont le sortir. Il y aura bel et bien un film BioShock. Ça va officiellement le faire, sauf s'il y a des problèmes. Mais pour l'instant, ça a l'air d'être bien parti. James Cameron est critiqué par rapport à Netflix. Il a dit que grosso modo, Netflix qui possède Warner Bros serait une catastrophe pour le cinéma, pour les salles de manière générale, et qui préférait littéralement avoir Paramount qui s'occupe de l'achat de la Warner et des licences de la Warner. Mais il est critiqué par des gens comme Mark Ruffalo, qui est évidemment très engagé politiquement, parce que si Paramount rachète la Warner, ils vont posséder littéralement toutes les chaînes d'information et ils vont les convertir en chaînes d'information pro-Trump. C'est la Paramount qui a dit ça. S'ils rachètent la Warner, je crois que c'est CNN qui est possédé par la Warner, ils vont littéralement faire de tous les médias majeurs des États-Unis des médias pro-Trump. Déjà que Fox News est pro-Trump, le seul opposé c'était un peu CNN et des choses comme ça. Je crois que c'est CNN si je dis pas de bêtises. Donc si c'est la Paramount qui rachète, il y a bel et bien une sorte de concentration des médias qui seront d'extrême droite, pro-Trump, et ça Mark Ruffalo est contre. C'est vrai que James Cameron il s'intéresse qu'à l'aspect cinéma, parce que l'aspect cinéma, bah lui il est néo-zélandais, enfin il n'est pas néo-zélandais, il est canadien mais qui habite en Nouvelle-Zélande, il s'en fout. Mais si la Paramount rachète bel et bien la Warner, il y aura un vrai problème démocratique, de liberté de la presse et des médias aux États-Unis. Et sur ça, Mark Ruffalo, il a un petit peu raison. Alors, c'est pas un clash entre les deux, c'est juste que Mark Ruffalo, il s'inquiète plus de la domination du pouvoir politique et de la montée du fascisme, disons les choses, plutôt que Netflix qui sort des films en salle ou pas. Netflix ont rappelé qu'ils vont faire 45 jours en salle et 45 jours après, ils vont avoir donc sur Netflix les œuvres. En France, on ne sait pas comment ça va se passer parce que chronologie des médias et ce genre de choses. C'est toujours Netflix qui est censé racheter la Warner pour l'instant, à voir ce que ça va donner. Mais il y a un peu de conflit entre James Cameron, la Paramount, Mark Ruffalo, Netflix. Il y a un peu quelques petites embrouilles entre guillemets. C'est confirmé pour mercredi saison 3. C'est Winona Ryder qui va rejoindre le casting avec Eva Green, par exemple. Je l'avais dit il y a quelques mois déjà. Oui, bah je pense que je regarderai à cause de ça, quoi. Winona Ryder, Eva Green au casting et tout. Oui, je pense que je regarderai. En vrai, s'il y avait que Eva Green, bon, pourquoi pas à la limite, mais là, Winona Ryder, un peu à l'ancienne Tim Burton et tout, les All-Stars de Tim Burton, ça me chauffe un petit peu. Pourtant, Dieu sait que mercredi, moi, je déteste, je trouve ça nul. Mais vu les acteurs et tout, j'ai un peu envie de tenter. Donc, je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, peut-être j'essaierai à cause, je vais dire bien à cause de ce genre de casting. Côté Disney, c'est la bande-annonce de Lucky Luke, la série française qui va bientôt sortir le 23 mars, si je dis pas de bêtises. La bande-annonce, je l'ai trouvée ok. Ça me donne pas, à titre personnel, spécialement envie. Je vais pas la critiquer, ça c'est sûr, la série. Mais voilà, ça a l'air ok, ça a l'air sympathique, pourquoi pas, à voir ce que ça va donner. Mandalorian et Grogu, c'est montré dans une nouvelle bande-annonce qui est mieux. On voit encore une fois Pedro Pascal sans le masque du Mandalorian. On voit pas mal de gens différents. Il y a un truc sur le mec du chapeau, vous savez, qui a été tué dans Clone Wars, mais que Dave Filoni il adore avoir. Je sais plus comment il s'appelle, pas Bane, mais un truc comme ça, quoi. Bref, il a été tué dans Ahsoka, si je dis pas de bêtises. Là, ils ont mis une sorte d'équivalent un peu bizarre, ou peut-être c'est le même dans la temporalité. Bref, il y a plus une vibe Star Wars avec ce film. C'est bizarre de revoir Star Wars au cinéma. Ça a l'air pas trop mal, j'ai envie de vous dire. Il y a Martin Scorsese qui fait une voix dans le projet. Littéralement ici, c'est lui, c'est Martin Scorsese. Bon, pourquoi pas. J'attends de voir le film encore une fois. J'ai un petit peu peur parce que voilà, ça reste comme un film... ça donne pas très envie. Les premières bandes annonces c'était vraiment pas bonnes. C'est un film dont il faut voir 3 saisons de série avant. Moi je pense que ça va flopper, mais bénéfice du doute. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand même, parce que cette dernière bande annonce, enfin dernière peut-être pas, mais nouvelle en tout cas, m'a un petit peu donné envie. Et j'espère que ça sera bien. On a aussi la bande annonce de Toy Story 5 et ça a l'air pas mal. Alors moi je suis pas spécialement fan de Toy Story, j'aime bien, je trouve que les films sont très très bien. J'aime tous les films, même le 4 qui est moins intéressant, il est bien quand même. Là le 5, la lutte entre les jouets, la technologie, l'iPad et tout, pourquoi pas, ça peut être intéressant, ça peut être bien, ça donne un petit peu envie, why not? Mais c'est vrai que oui, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, c'est bon, on a fait le tour, Toy Story c'est fini, d'accord, mais ça va faire 2 milliards, quoi, disons les choses. Ça va cartonner comme pas possible et tout, mais en tout cas, il y a une approche un peu de lutte, de technologie, il y a un truc qui me donne un petit peu envie tout de même, et j'ai envie d'y croire, donc pourquoi pas, même si je suis pas le plus grand fan de Toy Story, je vais me laisser tenter évidemment. Le film sur Ben Solo de Steven Soderbergh, ils ont travaillé 2 ans et demi dessus. Soderbergh, il a écrit d'un scénario et un concept pendant des années gratuitement, et t'es pas payé, ce qui est anormal. En général, quand tu fais un concept ou une tentative de scénario, t'es payé pour ça. Il a fait gratuitement et Disney ont quand même refusé car apparemment Ben Solo était mort et il n'y avait pas moyen de le ressusciter. Les gars, c'est Star Wars. Donc si Soderbergh il fait un Star Wars avec Ben Solo, mais donnez-lui ça quoi. Steven Soderbergh sur Star Wars. J'espère que Dave Filoni qui va s'occuper de Lucasfilm va dire oui, tiens Soderbergh ressuscite Ben Solo, on fait un film, un one shot, un peu comme le DCU. DCU ils ont Superman, Batman, mais ils ont 2 Batman aussi. Donc pour moi, il faut qu'il fasse ce genre de truc. Ça serait une bien meilleure idée. Donc Soderbergh,
s'il te plaît, essaie de convaincre Disney, Dave Filoni, fais un truc, mais Soderbergh, Star Wars, j'y crois à mort. Concernant X-Files de Ryan Coogler, il faut savoir que Ryan Coogler sera donc non pas le showrunner, mais il va écrire et bosser sur le pilote de la nouvelle série X-Files. On a un casting, c'est Danielle Deadwyler qui sera donc l'actrice principale. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, ça devrait sortir début d'année prochaine normalement, ou fin d'année s'il bosse vraiment vite. Mais oui, Ryan Coogler qui fait X-Files, moi je suis un petit peu chaud. Concernant HBO, c'est Daniel Radcliffe qui a demandé du respect pour les nouveaux acteurs Harry Potter dans la série et de ne pas les comparer aux anciens, aux originaux, car ça mettrait la pression inutilement. Ils n'ont pas envie que ces enfants souffrent de manière générale. Il a vraiment envie que ces enfants grandissent d'une manière normale, en tout cas la plus normale possible, qui puissent être vraiment des enfants avant tout. Donc il a même écrit une lettre à l'acteur principal de la série. Il a demandé à HBO, dès l'annonce du casting, s'ils pouvaient leur écrire. Ils ont dit oui, évidemment. Et voilà, il lui a écrit une petite lettre pour le féliciter, pour lui dire bon courage, pour qu'il soit bien entouré. C'est mignon. En fait, c'est mignon parce qu'il a sûrement pas envie qu'il se passe la même chose avec ces enfants-là qui se passait avec lui. Même si eux encore ça, Radcliffe, Watson, Grint, ça va. Ils n'ont pas eu la pire des enfances d'acteurs. Ils étaient plutôt bien encadrés et tout. Donc eux, ça allait encore, quoi. Mais quand même, il veut... Je sais pas, je pense de manière un peu de sensibilité, de responsabilité, il a envie que ça se passe bien pour eux aussi. C'est quand même lui l'original Harry Potter, il sait ce que ça fait, c'est un peu bizarre. Donc je trouve ça mignon de la part de Daniel Radcliffe et c'est très très cool. Et j'espère qu'ils vont avoir une bonne relation parce que je vois vraiment ce truc durer des années, qui parle des défis, des problèmes. Ça, je pense que ça peut être un truc mignon, ils vont sûrement faire des interviews à un moment ou à un autre. Voilà, c'est adorable, je trouve que c'est très cool de sa part. Lui qui a une carrière très intéressante post-Harry Potter, il fait des trucs un peu fous à droite à gauche, il tente des choses. Donc vraiment, ça a l'air d'être un vrai bon gars, ce mec, mine de rien. House of Dragon saison 3, la bande-annonce a été diffusée. Et bah oui, moi je suis un défenseur de House of Dragon, je trouve que la saison 1 est excellente, la saison 2 était un peu moins bien, mais quand même assez solide pour ce que c'est pour une série télé. Certes, c'est décevant par rapport aux fans des livres et tout, mais moi en tant que personne qui n'a pas lu les bouquins, j'ai trouvé ça ok, j'ai trouvé ça bien, même pas plus qu'ok, j'ai trouvé ça bien, divertissant, il y avait de très bons épisodes, mais bon, c'était moins bien, c'est vrai. Là, la saison 3, bah, elle est focus full action, parce que rappelez-vous, la saison 2... normalement devait avoir 10 épisodes, mais à cause de la grève des scénaristes, à cause de la restructuration de Warner à l'époque, qui faisait le lien avec HBO, ils ont dû supprimer les 2 derniers épisodes qui devaient être le grand climax, la bataille du gueulet, je sais pas comment on dit en français, mais de Gullet, et ils ont mis ça au début de la saison 3 du coup, et bah oui, ça a fait un truc où la saison 2 semblait un peu interminée, semblait incomplète, et c'était un peu bizarre. Là, c'est full action, ça y va. Par contre... pourquoi c'est gris comme ça? Non mais sans déconner, pourquoi c'est gris dégueulasse comme ça? Ça je ne comprends pas, j'ai du mal avec ça, je comprends pourquoi c'est gris à ce point. Je trouve que c'est décevant, je trouve que c'est pas très beau de ce point de vue là uniquement. Mais le reste, oui, moi ça me donne envie, moi je suis un fan, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, dites-moi ce que vous en pensez, je suis très curieux. Mais le gris là, dans toutes les scènes, waouh, pourquoi? Et si on parle de série Game of Thrones, c'est A Night of the Seven Kingdoms qui a vraiment cartonné. C'est 13 millions de spectateurs aux USA pour les derniers épisodes. C'est 9,2 millions les 3 premiers jours. Donc c'est quand même pas mal du tout. C'est un énorme carton. C'est un des plus gros cartons de HBO avec House of Dragon, avec Welcome to Derry, ce genre de choses. C'est 6 épisodes pour la saison 2 comme la saison 1, de 30 à 60 minutes maximum. Ça va adapter Sworn Sword. Ça sera à Dorne du coup et ça devrait sortir en 2027. Normalement début 2027. Ils sont en plein tournage et oui, ça devrait sortir à temps tous les ans normalement avec ce format un peu plus court. Evil Dead Wrath, le tournage a commencé, c'est réalisé par Francis Galuppi qui a donc réalisé Last Stop to Yuma Country que j'ai pas vu, qui est sorti l'année dernière. Et je trouve ça assez rigolo parce qu'ils ont même pas encore montré une seule image de Evil Dead Burn de Vanitschek et Flaubert. Rien, on sait rien du tout, il n'y a pas une image, pas un truc. Le film sort en juillet et ils ont déjà commencé le tournage du prochain qui devrait du coup sortir l'année prochaine. Sam Raimi il est chaud, les réalisateurs ils sont chauds, Evil Dead ils sont à fond dessus, donc pourquoi pas, moi je suis chaud aussi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc on a Evil Dead Burn qui sort là cette année en juillet, on a Evil Dead Wrath qui sort l'année prochaine normalement. C'est cool d'être un fan de Evil Dead, c'est trop bien, donc hâte de voir ce que ça va donner. Warner Bros aurait payé 2000 influenceurs pour parler positivement de Hurlement. Je n'en fais pas partie, voilà, je vous le dis tout de suite, de toute façon je ne vais pas parler positivement de la série, mais ils ont payé 2000 influenceurs de manière secrète, hein, sans que les influenceurs le disent, pour bien parler de Hurlevent. Alors ça inclut des tweets, ça inclut des TikTok et tout, mais voilà, ça a été révélé, il y avait un budget pour 2000 influenceurs dans le monde entier pour qu'ils parlent positivement du film, qui marche bien, c'est pas un énorme succès pour l'instant, mais il marche bien. Mais voilà, pour ceux qui se posaient la question, il y a des influenceurs, peut-être pas en France, j'en sais rien, mais qui sont payés assez régulièrement d'ailleurs, par des studios de manière secrète pour dire du bien de films. Donc attention à ça aussi de temps en temps, ça peut arriver. Attention légalement, regardez bien l'inscription quand c'est indiqué. Et si c'est pas indiqué, bah voilà, c'est illégal de toute façon. Mais voilà, c'est un truc qui existe et c'est comme ça. Pour parler un petit peu jeux vidéo rapidement, gros changement chez Xbox avec Phil Spencer et Sarah Bond qui quittent Xbox. Hein, c'était parmi les gros patrons de Xbox en termes de jeux et tout. Ils sont remplacés par Asha Sharma
c'est pas vraiment une gameuse, elle est pro IA et elle est peut-être pour le retour des exclus consoles, donc c'est très bizarre ce qui se passe chez Xbox. C'est comme Spencer, un mec qui a marqué Xbox en termes de marketing d'image depuis des décennies presque, j'ai l'impression. Donc il a quitté Xbox cette semaine. Sarah Bond aussi, c'était quand même des gens influents et importants, en tout cas d'un point de vue de la communication de chez Xbox et du travail qu'ils faisaient là-bas, des gamers, des fans. Et là, Asha Sharma, bon, un peu bizarre son accueil, la manière dont les gens parlent d'elle, de son IA, le fait qu'apparemment elle ait trafiqué son compte Xbox pour montrer qu'elle joue alors qu'elle joue pas. Moi, à titre personnel, je m'en fous qu'une personne qui s'occupe de jeux vidéo ne joue pas à des jeux. Je veux dire, c'est pas si grave que ça. Du moment que les intentions sont bonnes, du moment que le but c'est de faire des jeux vidéo de qualité et tout, il n'y a pas de souci. Maintenant, à voir ce que ça va donner, mais il y aura du changement chez Xbox. Normalement, ça peut changer pas mal de choses pour le monde du jeu vidéo. À voir. Mais oui, c'est un peu étrange la manière dont ils se sont partis comme ça d'un coup. Et en même temps, la nouvelle qui arrive en mode étrange aussi par rapport à plein d'infos un peu bizarres qui circulent à droite à gauche sur elle et tout. Mais bon, on verra ce que ça va donner. On va pas juger avant d'être au moins face à des faits et des vrais changements par rapport à Xbox. Bluepoint Games a été fermé par Sony. Ils se sont occupés de remakes de Shadow of the Colossus, Demon's Souls, qui était l'un des remakes les plus marquants de ces dernières années. Et c'est triste qu'il ait fermé, mais en gros, ils bossaient sur un live service God of War. En soi, pourquoi pas? Bon, je trouve ça un peu con comme idée, mais pourquoi pas? Sauf qu'ils ont annulé le God of War, ça fait des années qu'ils bossaient dessus. Du coup, ils ont perdu plein d'argent, ils ont fermé le studio. Voilà, ils ont encore massacré un studio. Sony, c'est très triste par rapport à ça. Dommage, hein, parce qu'il y avait peut-être encore plein de remakes à faire et de choses cool à faire de ce point de vue-là. Mais Bluepoint Games, c'est fini, ce qui est quand même bizarre, parce que mis à part ce truc God of War, un remake, ça coûte beaucoup moins cher à faire qu'un jeu vidéo classique, entre guillemets, et ça rapporte plein d'argent. Donc c'est très étrange et c'est triste, et une pensée à tous ces gens-là qui ont perdu malheureusement leur travail. D'après Todd Howard, Elder Scrolls 6 va pas sortir tout de suite. Donc ça fait déjà quoi, 10 ans? Non, j'exagère. Ça fait 7 ans qu'il a été annoncé, le jeu 2018, 2019, ce genre de truc, et ça serait un retour aux sources. En fait, Todd, moi j'ai une question à te poser. Ça fait combien de temps que Bethesda est à la ramasse? Ça fait des années que Bethesda fait du classique, et Bethesda ils sont à la ramasse. Pourtant j'ai fait tous les Bethesda, hein. Depuis Morrowind, que j'ai pas vraiment fini, j'étais peut-être trop jeune, mais Oblivion, Skyrim, Starfield, Fallout 3, Fallout 4, j'ai tout fait pour le coup, donc je sais de quoi je parle de ce point de vue-là, et je trouve qu'ils sont nuls. Enfin pas nuls les jeux en soi, mais je trouve qu'ils sont à la ramasse. Starfield, ils ont 10 ans de retard, quoi. Starfield, il aurait dû sortir en 2021 d'un point de vue de gameplay, de mécanique. Alors en termes de technologie et tout, je dis pas, mais ils sont à la ramasse. Donc un Elder Scrolls classique, de quoi tu parles? Todd, de quoi tu parles? Il y a 250 personnes qui bossent sur le jeu, ce qui est pas beaucoup, hein. C'est des Project Red. Ils ont 400 personnes sur The Witcher. Pourtant, c'est un plus petit studio, entre guillemets, un gros guillemets, et moins classique et culte que Bethesda. Pourtant, il y a moins de gens chez Bethesda que chez CD Projekt, donc c'est quand même bizarre la manière dont ils gèrent leurs opérations côté Bethesda. Bon, peu importe, je vais pas juger, je suis pas manager de jeux vidéo, mais en tout cas, ça serait un retour aux sources, il dit. Mais non, en fait, il faut avancer, Todd. Il faut avancer, il faut se renouveler, il faut changer. Et ça sera le même moteur graphique, Creation Engine, mais amélioré évidemment. À voir ce que ça va donner, hein. Mais à titre personnel, je m'attends à l'un des flops jeux vidéo du siècle. C'est pas une blague, je pense qu'il sera ok le jeu. Mais vu l'attente, vu ce qu'ils ont mis derrière, vu tout le bagage de Bethesda ces dernières années, je m'attends au pire, malheureusement. Pour parler un petit peu de quelques anecdotes cinéma, il faut savoir que Félix Lebrun, donc le joueur professionnel de tennis de table, de ping-pong, a refusé de jouer dans Marty Suprême car il se concentrait sur sa compétition et sur son jeu. Et c'est la chose la plus Marty Suprême qu'il aurait pu faire. On peut débattre sur le fait qu'il fasse des pubs, parce que ça rapporte beaucoup d'argent les pubs, que là c'était un petit rôle qui allait pas lui rapporter beaucoup d'argent, mais que peut-être il allait jouer dans l'un des seuls films de tennis de table au monde. Enfin, il y a eu Marty Suprême et Forrest Gump. Voilà, ça fait 30 ans, qui sait. Bon, on peut juger sur ça, mais il a la mentalité Marty Suprême, c'est-à-dire que la compétition c'est plus important, et c'est littéralement ce que fait Marty dans le film, plus ou moins, évidemment. Donc je comprends, mais je trouvais ça un petit peu rigolo, le lien qu'il fait entre Marty Suprême, sa personnalité et le refus de jouer dans cette œuvre-là, même si ça aurait pu être rigolo, évidemment. Tony Gilroy, le créateur de Andor, a dit qu'il ne pouvait pas critiquer Trump et qu'il ne pouvait pas utiliser le terme fascisme lors de la promo de la série sous l'égérie Disney évidemment. Mais maintenant que c'est fini, que le contrat est terminé, il peut parler de fascisme. Il a dit que pour Andor, il a utilisé plein de bouquins, dont le plus fameux qui parle des 15 règles du fascisme, et il a tout pris. Il a tout pris, il a pris des bouquins d'histoire, il a pris des bouquins de la théorie du fascisme, et il a mis le plus possible dans la série, de manière naturelle, divertissante, et il a dit que tout se répète, c'est un style éternel, et ce qu'il voit lui aux États-Unis aujourd'hui, c'est ce qu'il a écrit dans la série. Et ça l'inquiète. Il a peur, et ça le fait stresser comme pas possible. Il peut enfin s'exprimer librement, donc il va parler évidemment de ce genre d'œuvre comme ça, mais oui, il a raison d'être inquiet. Encore une fois, la lutte contre le fascisme, c'est pas un truc de gauche, voilà, c'est un truc qui devrait être unilatéral, qui devrait concerner la gauche, la droite, le centre. La lutte contre le fascisme, c'est littéralement tout le monde.
historiquement, malheureusement, on a vu que bah oui, ça arrange le centre, ça arrange la droite d'être fasciste et ça va dans cette direction. Même la gauche hein, a beaucoup facilité le fascisme en Allemagne dans les années 30. Donc il a beaucoup utilisé cette rhétorique-là pour parler de fascisme dans la série. Mais Disney voulait pas utiliser le terme fasciste parce que bah là, forcément, Disney, Trump, ils sont liés et ça ferait une mauvaise pub aussi, je pense, à la série. Donc peut-être Disney, ils a pas tort sur ça. Et maintenant, il peut en parler. Il a dit qu'il a vraiment tout pris de l'histoire et du fascisme pour faire sa série. Donc je trouve ça vraiment très intéressant. Il y a une guéguerre entre les fans de Breaking Bad et les fans de Night of the Seven Kingdoms et de Game of Thrones. Grosso modo, il y avait un épisode de Night of the Seven Kingdoms qui était genre le deuxième, je crois, si je dis pas de bêtises, du top IMDb des meilleurs épisodes de tous les temps. Et Ozymandias, l'épisode de saison 5-14 de Breaking Bad, était le premier avec la note parfaite de 10 sur 10. C'était le seul épisode de l'histoire d'IMDb avec une note de 10 sur 10. Mais du coup, entre-temps, ils se sont fait la guerre. IMDb Breaking Bad, IMDb Game of Thrones, ils se font la guerre sur le fait de review bomb Ozymandias, de review bomb Game of Thrones, A Night of the Seven Kingdoms. Donc maintenant, Ozymandias a 9,5 sur 10. Bon, on s'en fout en fait. Oui, c'est une guéguerre un peu à la con, c'est ridicule et tout, mais en fait, j'en ai rien à faire. Je m'en fous, c'est des notes. Ozymandias, c'est un chef-d'œuvre. Je m'en fous personnellement. C'est pas si grave que ça. Et c'est juste une guéguerre un peu bébête entre fans toxiques de séries. Et c'est comme ça. C'est pas la fin du monde. Moi, à titre personnel, je m'en moque. Une dernière anecdote pour finir, c'est Russell Crowe qui précise que la director's cut du film Robin des Bois est la version qu'il aurait voulu voir en salle et la bonne version du film d'après lui. Moi, je l'ai pas vu la version Director's Cut de Robin des Bois, donc je sais pas, moi Robin des Bois, j'ai jamais vraiment aimé. Peut-être si je vois la Director's Cut, je vais aimer et je vais trouver ça bien. Mais c'est vrai que Robin des Bois, c'est jamais un film qui m'a inspiré, mais Russell Crowe m'a un petit peu donné envie de me remettre dedans et de redécouvrir cette œuvre quand même assez mal aimée. Peut-être la version Director's Cut est la bonne, qui sait. Mais en tout cas, c'est la version que lui voulait voir en salle et c'est la version sur laquelle il a travaillé. C'est la version qu'il voulait sortir de manière générale. Les sorties de la semaine, il y en a pas mal. Paradise, saison 2 sur Disney+, est sorti là ce lundi, si je dis pas de bêtises, et ça sortira toutes les semaines. J'ai hâte de voir ça. Scrubs, saison 10. Le revival sort aussi cette semaine sur Disney, donc j'ai hâte de voir ça aussi parce que je suis fan de Scrubs. Monarch Legacy of Monsters, saison 2, ça sort aussi cette semaine sur Apple TV. Scream 7 au cinéma cette semaine, j'en parlerai évidemment en vidéo demain. Vous pouvez boycotter ou pas, on en parlera en détail demain. Le son des souvenirs, apparemment pas terrible, mais ça sort demain. Is This Thing On, le nouveau film de Bradley Cooper, il sort demain en salle. Et Orwell 2 + 2 = 5, il sort aussi demain en salle. Voilà, c'était les actualités cinéma, série. Il y en a eu beaucoup, je suis désolé, il fallait parler de plein de choses. Mettez-moi votre avis dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles sur la plateforme de podcast. Et en même temps, j'ai un compte TikTok, Instagram et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.